Merci à tous de nous rejoindre sur CAMNews 24. L'année 2015 qui s'achève ne saurait emporter avec elle ses faits marquants, tant positifs que négatifs. International, à travers une sélection de choix pour un récital haute en couleur, a bien voulu partager avec vous, sous fond de décryptage, quelques grandes lignes de l'actualité sur le plan mondial. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau le journaliste consultant spécialiste des questions internationales, Ghislain Cougan. Le plaisir partagé de nous, merci effectivement. Le décor ainsi planté annonce la première thématique consacrée aux élections en Afrique en cette année finissante. Du Nigeria au Burundi, en passant par la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les élections ont été nombreuses en 2015 sur le continent africain. L'on va s'intéresser à quelques cas spécifiques concernant les présidentielles. Alors, Ghislain, l'élection de Mohamedou Buhari à la tête de l'État nigérian a-t-elle dissipé la crainte de la communauté internationale face à la montée de Boko Haram? Est-ce que l'élection de Mohamedou Buhari a totalement dissipé la crainte de la communauté internationale? Je ne pense pas, mais je pense que la façon dont le processus électoral s'est déroulé au Nigeria a quand même permis à beaucoup d'accorder un peu plus de crédibilité au Nigeria et d'estimer que maintenant la lutte contre Boko Haram prenait une autre tournure. Parce qu'avec l'ancien président Jonathan, on avait le sentiment qu'il était fatigué, qu'il n'avait pas suffisamment de moyens, de ressources, mais surtout de stratégie pour justement combattre Boko Haram. Et donc de ce point de vue, oui, la victoire ou alors l'accession au pouvoir de Mohamedou Buhari est une avancée et quelque chose de positif pour ce qui est du Nigeria dans le combat contre Boko Haram. Est-ce que la situation, le fait que Mohamedou Buhari soit élu président de la République a quand même émoussé les velléités de Boko Haram? On va le dire oui au Nigeria. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les attentats sont toujours légion au Nigeria, mais on estime que ces attentats-là n'ont plus la même acuité que par le passé. Même si juste après la prise du pouvoir de Buhari, Boko Haram s'est manifesté, était davantage plus pointu, plus meurtrier. Les quelques 2 ou 3, 4 mois qui ont suivi notamment la prise de pouvoir du président Buhari. Mais si Boko Haram a un peu baissé en régime, en acte de vandalisme, c'est aussi parce que la communauté internationale, mais surtout les États environnants, ont pris le problème à bras le corps, ont travaillé avec le Nigeria. On se souvient encore de la visite historique, si on le veut bien, du président Buhari au Cameroun, ce que n'avait pas fait par le passé le président Jonathan. Donc on a compris que Buhari, lui, était conscient du fait qu'il fallait mutualiser les efforts pour justement arriver à endiguer la menace Boko Haram et on peut également comprendre cela à travers le fait que Boko Haram aujourd'hui ait bien voulu prêter allégeance à l'État islamique parce que Boko Haram se sent affaibli, Boko Haram sent que la coalition est en train de gagner du terrain aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle Boko Haram a bien voulu prêter allégeance au groupe État islamique pour que le groupe État islamique lui apporte son soutien sur le plan logistique aussi et surtout sur le plan, je crois, aussi financier. Nous revisitons sommairement les élections présidentielles en Afrique et nous allons tout de suite du côté de la Côte d'Ivoire. Toujours en Afrique de l'Ouest, la reconduction d'Alassane Ouattara suppose-t-elle que la Côte d'Ivoire a totalement pensé les plaies de la dernière crise post-électorale? Pas véritablement, mais vous savez très bien qu'il faut bien évidemment qu'on présente à la communauté mondiale une image positive de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle vous avez très bien vu que tout a été mis sur pied sur le plan politique pour que la victoire d'Alassane Dramane Ouattara soit une victoire que l'on veut écrasante. Et vous avez vu également comment est-ce que le PDCI du président Konan Bédié s'est tout totalement éclipsé pour notamment laisser le boulevard à la Dramane Ouattara pour que la victoire politique puisse venir être comme un cache-sexe, notamment de la situation délétère qui persiste et perdure aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire. Non, les plaies ne sont pas refermées et elles ne le seront pas de sitôt. Il faut du temps. Mais il faut surtout que l'on procède de manière stratégique, que l'on puisse apaiser les tensions en écoutant les problèmes profonds des populations ivoiriennes. Mais en même temps, il ne faut pas demeurer prisonnier de la crise post-électorale qui a trucidé le pays. La logique qui veut pour les pro-Gbagbo, Gbagbo ou rien, je pense qu'elle est suicidaire. Il ne faut pas à chaque fois faire de Gbagbo un cas atypique. Il ne faut pas qu'on focalise, ce qu'on appelle un peu en littérature, qu'on fasse de Gbagbo de la focalisation zéro. Non, il faudrait qu'on pense qu'il faut batailler pour que Gbagbo soit relaxé,
soit relaxée, mais il faut également qu'on comprenne que la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas. Avec l'incarcération de Ranko Gbagbo, il faut trouver d'autres voies et moyens, et pour cela, il faudrait qu'il y ait du consensus. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire sur le plan politique. D'ailleurs, le jugement de Gbagbo est annoncé courant 2016. Bien évidemment. Alors, au Burkina Faso, par contre, peut-on dire que Blaise Compaoré, la page Blaise Compaoré est totalement tournée et que le pays va retrouver sa stabilité avec l'arrivée de Roch Kaboré à la tête de l'État? Est-ce que la page du président Compaoré Blaise est tournée? Effectivement, évidemment, notamment, carrément. Maintenant, est-ce que le Burkina Faso va retrouver le droit chemin? On l'espère, mais je pense que le Burkina Faso est sur la bonne voie. On a vu comment le pays a failli sombrer avec le putsch de Diendéré, mais le pays, les populations se sont exprimées, n'ont pas voulu qu'on leur arrache leur victoire, leur bataille, parce que le plus dur, on le sait très bien, était de faire tomber le régime Compaoré. Aujourd'hui que la population a œuvré pour cela, accompagnée par l'armée, il n'était pas question qu'elle se voit voler sa victoire. Elle a donc été vigilante, c'est pourquoi elle a récupéré, elle a fait en sorte que le pays ne sombre pas. Aujourd'hui, on a vu une élection démocratique avec un nouveau président qui est là. On ose croire que le Burkina Faso est sur de bons rails. Il faut simplement qu'on encadre un ensemble de choses. D'ailleurs, ceux qui ont perdu l'élection présidentielle au Burkina, quand vous les écoutez, c'est un échec, mais un échec porteur d'espoir. Parce que cela estime qu'il est temps aujourd'hui que le Burkina puisse se construire à l'effet de mériter véritablement sa place du pays des hommes intègres. Le Burundi d'abord, ensuite le Rwanda ont réussi le pari de la modification constitutionnelle, pratique qui semble aussi favorable au deux Congo. Quelle lecture faites-vous de ces modifications et référendums autour des constitutions en Afrique? Je pense que ces modifications obéissent à une seule logique. La logique de la modification, bien évidemment, de la Constitution pour briguer un nouveau mandat. Parce que vous savez très bien que tous ces pays, tous ces présidents qui, pour certains, veulent modifier la Constitution, d'autres veulent briguer un nouveau mandat, c'est vrai que les deux occurrences sont liées, c'est pour justement se représenter. Et vous verrez très bien que le cas de tous ces présidents, ce sont des présidents dont la Constitution interdit un nouveau mandat. Et donc, effectivement, c'est une gymnastique qui a pour objectif premier, qui a pour finalité, si vous voulez, d'obtenir la modification de la Constitution pour justement briguer un nouveau mandat. Et vous verrez par exemple que toutes ces revendications, toutes ces démarches, ces dialogues ont un point précis, la modification des articles qui concernent l'élection. On prendra par exemple le cas de l'article 220 au Congo, Kinshasa par exemple. Oui. Justement. Alors, on va toujours évoluer dans la même lancée, puisque nous revisitons un tout petit peu les faits marquants de l'actualité au courant de cette année finissante. Il y a aussi un fait qui a marqué l'actualité, c'est bien sûr la situation des migrants, tant en Afrique qu'en Europe. Le nombre de migrants aurait atteint le niveau historique de 250 millions cette année dans le monde sur fond d'afflux massif des réfugiés en Europe, selon les estimations publiées par la Banque mondiale. Le rapport qui prend en compte tous les déplacements des populations liés à des raisons politiques, culturelles ou économiques ne mentionne malheureusement pas les drames humanitaires issus de l'immigration clandestine. Alors, immigration clandestine, une réalité acceptable dont personne ne veut en parler? C'est une réalité acceptable. Je pense que le fait que les puissances mondiales n'évoquent pas suffisamment la question, alors évoquent, mais pas dans le sens que beaucoup souhaiteraient, c'est justement parce que c'est un problème profond, un problème qui demande beaucoup d'investissement, un problème qui demande beaucoup de moyens, justement. Et c'est un problème qui n'est pas aujourd'hui intéressant de regarder simplement au niveau de l'aboutissement, c'est-à-dire qu'en amont, c'est-à-dire qu'en aval, pardon. Donc, il faut commencer en aval, à partir du bas. En amont, ce n'est que la conséquence. Si les gens voyagent beaucoup, si les gens migrent beaucoup, pourquoi est-ce qu'ils vont? Pourquoi est-ce que, par rapport au drame que vous avez évoqué tout à l'heure, cela n'empêche pas, cela ne diminue pas l'appétit des uns et des autres de toujours vouloir aller à tout prix et à tous les prix. Mais pourquoi? Parce que, justement, le pays de départ ne produit pas ou alors n'offre pas à ces jeunes-là l'opportunité de rester à travers un ensemble de choses à faire, de mécanismes, d'infrastructures, de production, mais surtout d'emploi. C'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi on part? On part à la recherche d'un mieux vivre.
On pense que l'herbe est verte ailleurs. On le pense ainsi. Pourquoi? Parce que chez nous-mêmes, ceux-là qui partent ont le sentiment d'être des laissés pour compte, même si très souvent, eux aussi, sont en grande partie responsables de leur malheur. Beaucoup estiment à travers ce qu'on regarde à la télévision, parce que, croyez-moi, la télévision n'est pas forcément quelque chose de toujours bien. Quand on regarde le train de vie des stars, quand on regarde un Cristiano Ronaldo, par exemple, on vous estime que ça, la crème pour ses cheveux, ça peut payer le loyer d'un Camerounais durant 10, 15, 20 ans. Quand on regarde un Lionel Messi, comme Messi étant très jeune, on a le sentiment de rêver. Quand on regarde les stars d'Hollywood, par exemple, et c'est cela qui amène les jeunes Camerounais, les jeunes Africains à rêver un peu beaucoup trop. Là, il faut revenir à la réalité à ce moment donné. Il y a un fossé, il y a comme un décalage ahurissant même, vertigineux, entre ce qu'on regarde à la télévision, une vie de rêve qui n'est pas forcément la réalité, hein, et ce qu'on vit au quotidien. Donc, C'est une fracture, une véritable fracture sociale. Alors, quelle est la position de l'Union européenne face à l'immigration clandestine? l'Union européenne estime simplement qu'il faut renforcer la sécurité au niveau des frontières. Il y a une agence Frontex qui a été créée pour notamment travailler dans ce sens-là. Mais il ne suffit pas simplement de renforcer la sécurité. L'Union européenne va adopter aussi un ensemble de mesures. Vous avez par exemple le cas de l'Australie qui estime que la question serait vite réglée si à chaque fois qu'on attrapait les migrants aux frontières, on les refoulait du pays de provenance, de ce pays-là. Donc, pour l'Australie, ce serait plus facile. Mais ce n'est pas aussi facile. Pourquoi? Parce que parmi ces migrants qui viennent, il y en a qui intègrent la société européenne et qui, au fur et à mesure qu'ils travaillent, finissent par produire, par être un atout pour ces pays-là. Donc, les migrations, en même temps, on dit aujourd'hui que c'est un gros problème parce qu'on a le sentiment que tout le monde part. Et vous allez finalement comprendre, aujourd'hui, beaucoup donnent raison à Nicolas Sarkozy, beaucoup d'Européens qui parlaient d'immigration choisie. C'est-à-dire qu'on veut que vous venez chez nous, mais on veut chez nous ceux qui vont venir travailler, ceux qui ont un background, ceux qui ont une compétence, une qualification. Parce qu'il faut le relever également, la société européenne, elle est vieillissante. De manière globale, comment ces pays d'accueil entendent-ils encadrer leur hôte, ces migrants, au demeurant indésirables? Oh, ils ont évoqué des principes de mesure de partage de migrants, par exemple. Les pays de l'Union européenne, chaque pays va s'arranger à travers les réunions qui sont faites à Bruxelles, des 27, je crois, ou je ne sais plus trop. Chaque pays aura un quota. Il y a la France, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a beaucoup de pays, il y a l'Allemagne, il y a certains pays d'ailleurs qui ne se trouvent pas forcément intéressés, qui ne veulent pas recevoir des migrants chez eux. Donc il s'agit d'une sorte de partage. Pourquoi l'Europe choisit de ce partage-là? Parce que l'Europe reconnaît sa part de responsabilité dans cet afflux massif, si vous voulez permettre l'expression, de migrants. Pourquoi est-ce qu'ils partent? Mais évidemment, la question est au sentiment aujourd'hui qu'elle préoccupe uniquement l'Europe. Non, l'Afrique, pour ce qui est du lieu de départ, il y a aussi la Syrie. Tout cela a pour lien logique l'instabilité dans le monde, pas simplement en Afrique, vous le savez très bien. En Syrie, vous le voyez très bien, en Irak, en Libye aussi, sont devenus de véritables poudrières, de véritables no man's land. Il faudrait donc trouver des mécanismes pour stabiliser ces pays-là, de manière à empêcher ces gens-là de partir. Et pour cela, automatiquement, il faut créer des emplois. Et pour créer des emplois, il faut résoudre la question cruciale de l'instabilité politique qui aujourd'hui gouverne le monde. Alors, cette politique d'encadrement des migrants dans les pays européens, une réponse ferme, juste et humaine? Une réponse ferme, juste et humaine. La réponse, elle se veut humaine, mais à l'heure où j'observe, à l'allure où vont les choses, elle ne peut pas l'être. Pourquoi? Parce qu'il faut les moyens. Et vous avez beaucoup d'États qui estiment que nous avons déjà nous-mêmes suffisamment de problèmes. Prenons le cas de la France, par exemple. Vous avez vu comment s'est déroulées les élections régionales en France aujourd'hui. Vous pensez que le parti au pouvoir, le PS, va se préoccuper davantage des migrants, alors que le PS est quelque peu désavoué par sa population, par la France aujourd'hui? Il y a des préoccupations de l'heure aujourd'hui. Il y a par exemple, vous avez la question de l'instabilité, la question des djihadistes, du djihadisme, la question, on va y arriver, de l'État islamique. Ce sont des questions préoccupantes aujourd'hui qui engagent et commandent tous les calendriers. Donc la question des migrants, elle est aussi une question préoccupante. Mais l'Europe fait face à tellement de problèmes qu'il est difficile d'arriver à une solution humaine, comme vous le dites, et surtout suffisante. Alors, 2015, c'est aussi l'année où l'État islamique a sémé la terreur dans le monde, frappé à plusieurs reprises de Paris à Beyrouth, en passant par le Sinaï ou la Californie et même en Afrique par son pendant Boko Haram.
Le monde a compris en 2015 qu'il était et allait rester vulnérable à une forme de terrorisme promu ou organisé par le groupe État islamiste aussi baptisé Daesh. L'on était jusqu'ici habitué à des formes de terrorisme promues par les groupes politiquement ou alors économiquement organisés. Qu'est-ce qui explique la montée du terrorisme religieux? La montée du terrorisme religieux est le produit d'une frustration sociale tout simplement. Même si aujourd'hui on veut lier dans cela une connotation religieuse, c'est vrai les religieuses parce qu'on parle du djihad, on parle de ci ou de ça, mais elle est davantage cette montée-là fonction ou le résultat d'une fracture sociale. C'est aussi évident qu'aujourd'hui, beaucoup de ces délinquants ne sont pas aussi pauvres que cela, hein, donc, mais globalement, il s'agit bien de cela. Il s'agit d'une frustration. Parce que quand vous regardez, quand vous écoutez, quand vous suivez parfois des grands reportages sur l'itinéraire de ces djihadistes, de ces délinquants, vous voyez que ce sont des gens qui, à un moment donné, se sont sentis socialement frustrés et automatiquement on virait, on chavirait. Vous voyez, j'écoutais, je suivais dans une chaîne européenne dont je me permets de taire le nom, on a tracé le parcours d'un délinquant qui a habité en France, en Belgique, qui au départ était notre très sociable, mais qui pour des frustrations, des raisons toujours pas compréhensibles, a décidé carrément de se mettre en marge de la société, d'aller en Syrie combattre, et quand il est revenu de la Syrie, il n'était plus le même homme. Donc il s'agit, aujourd'hui on a le sentiment que le monde va dans tous les sens, on ne comprend plus grand-chose. Donc il s'agit des frustrations sociales nourries par les uns et les autres. Au juste, que veut Daesh avec tous ces attentats au mode opératoire variable? Daesh veut simplement islamiser le monde, alors que le monde aujourd'hui puisse vivre sous la logique de la charia. Mais le problème, c'est que la charia n'est pas définie, entendue, comme le veut Daesh. La logique du Daesh n'est pas une logique compréhensible. Il ne faut pas qu'on se cache derrière la religion pour dire, pour prôner notamment la haine de l'autre, la haine d'autrui. La charia, si vous voulez, la loi islamique n'a jamais demandé qu'il faut aller dans un grand stade poser une bombe, n'a jamais demandé qu'il faut commettre des attentats contre des vies humaines. Vous savez très bien que chaque vie humaine a un caractère sacré. Allah le dit, tout le monde le dit. À partir de ce moment, la charia, l'église, la religion, quelle que soit l'obédience, ne peut pas prôner justement que l'on puisse attenter à la vie des uns et des autres. C'est un aveu d'impuissance que manifeste la communauté internationale face à la toute-puissance de l'État islamiste. Sinon, comment en finir? Bien sûr, il s'agit de la chute de l'État à faire vivre ses valeurs. Il s'agit de la faillite notamment de l'État à s'organiser. Parce que l'État islamique, croyez-moi, pour moi, ce n'est ni un État ni islamique, hein, parce que ce n'est pas un État, ce n'est pas la vocation d'un État, ce n'est ni islamique parce que c'est parce que prône l'islam, mais on va dire que c'est un État parce que l'État islamique est suffisamment organisé par rapport à l'État, si vous voulez, classique. C'est un échec. Et là où l'État islamique, on parle de 30 ou 40 millions qui mettent le monde entier sans dessus-dessous. Et vous savez très bien que si on prend seulement l'armée des Royaumes-Unis, elle dépasse largement, si vous voulez, l'État islamique. Ajouté à la France, ajouté à la Russie, aux États-Unis. Mais vous comprenez très bien la Turquie. Mais vous comprenez très bien que toutes ces grandes puissances mondiales ne combattent pas dans le même sens. Donc, la montée, si vous voulez, la pertinence, la prégnance de l'État islamique aujourd'hui est le produit de la faillite de l'État, justement, à trouver des voies et moyens pour un mieux vivre des populations. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un terme à cette pratique de l'État islamiste? Il y a un moyen, il y a un moyen. Il faut déjà commencer par disséquer, par trouver dans ce groupe État islamique les complices. Parce que, écoutez très bien, comment vit l'État islamique? L'État islamique vit des confiscations. L'État islamique vit du pétrole. Mais le pétrole, ça se vend. Qui achète? Il faut bien que le groupe islamique consomme les produits occidentaux. Comment le groupe État islamique se procure ces produits occidentaux? Bien évidemment. Donc, il y a des voies et moyens. C'est pourquoi je pense que dans toutes ces puissances, au sein de toutes ces puissances occidentales et même mondiales, il y en a qui ne jouent pas franc jeu. On peut très bien assécher les financements du groupe État islamique. D'ailleurs, une résolution a été votée aux Nations Unies pour la question. Le plus dur de tout n'est pas de voter, c'est de mettre cela en pratique. Quand vous écoutez un peu les bisbilles entre la Russie et la Turquie aujourd'hui, qui accusent la Turquie d'être alliée avec, pas alliée, d'alimenter justement l'État islamique, c'est parce que dans chaque situation compromettante, il y a toujours un pays, un État qui veut en tirer davantage. Donc on peut très bien résoudre la question État islamique
pourvu qu'on le veuille bien et que toutes les puissances occidentales et même mondiales jouent franc jeu. Mais surtout que l'on puisse résoudre la question de la fracture sociale, la question des frustrations des uns et des autres, que ce soit des musulmans, des chrétiens, je sais pas moi, des protestants, des catholiques, je sais plus quoi. Alors, il se dit que ce mouvement djihadiste serait né au printemps 2014, aux confins de l'Irak et de la Syrie. Certains indicateurs pourraient confirmer cette opinion? Bien sûr, c'est le cas. Je pense que le groupe État islamique est le résultat, si vous voulez, d'un ensemble d'actes posés par le passé. La guerre déjà en Irak des États-Unis avec Saddam Hussein, ça part de quoi? La guerre en Afghanistan, hein. Quand vous voyez la guerre en Libye, tout ce qui se passe, c'est tout cela qui a créé des fractures sociales, des frustrations et qui, au fur et à mesure, a gonflé pour créer cette situation compromettante aujourd'hui. Quand vous voyez le chaos aujourd'hui, la Libye est le carrefour de tous les maquis aujourd'hui. La Libye qui était paisible il y a de cela 3 à 4 ans aujourd'hui. Voilà un pays déchiqueté qui est devenu le carrefour de tous les commerces illicites, de la prébende, de tout ce qui est mauvais. Un pays, vous le savez très bien, qui était très paisible aujourd'hui. Voilà aujourd'hui l'Irak. L'Irak n'est plus elle-même après qu'on l'ait détruit pour détrôner Saddam Hussein. L'Irak aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même, ce pays. Voilà aujourd'hui. Donc, le monde entier aujourd'hui est le fruit d'un ensemble d'actes posés par le passé. La guerre en Irak, la guerre en Afghanistan et tout cela. Et les Américains, je le dis, sont pour beaucoup dans cela. Les Américains et leurs alliés. Les Américains et leurs alliés sont pour beaucoup dans l'évolution, sinon l'installation de l'État islamique aujourd'hui dans le monde. Nous continuons à visiter l'actualité mondiale à travers cette émission qui se charge justement de revoir les faits marquants de l'année 2015. Et nous chutons avec du sport. La publication mercredi 3 juin des aveux de Chuck Blazer, ancien haut responsable de la Fédération internationale de football, qui a reconnu devant les enquêteurs américains avoir touché des pots de vin pour l'attribution des Coupes du Monde 1998 et 2010, a provoqué un nouveau séisme dans le monde du football. Ce dernier avait déjà été ébranlé par une première secousse le 28 mai lors de l'arrestation de 14 personnes, dont 7 membres de la FIFA soupçonnés de corruption, et par une seconde, mardi 2 juin, avec la démission de son président tout juste réélu, Sepp Blatter. Des faits annonciateurs du déclin de la FIFA. Effectivement, la FIFA n'est pas exempte du dérèglement que connaît le monde entier. C'est dire que le mal est profond, ça touche tous les secteurs. Et d'ailleurs, petite parenthèse, même dans l'athlétisme, vous savez qu'il y a une crise à l'intérieur avec ce Sénégalais qui a été limogé. Donc, le sport, en général, tous les secteurs sont pourris. On a le sentiment qu'on va vers l'Armageddon. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui à la FIFA. C'est une fédération qui est pourrie jusqu'à l'os, c'est-à-dire que depuis longtemps. On voit les faits marquants qui viennent depuis 10 à 15 ans. C'est aujourd'hui que l'on se rend à l'évidence de ce qui s'est fait il y a cela 10 ans. Maintenant, de ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est dans 10-15 ans que l'on va se rendre compte. Donc, il s'agit d'un déclin généralisé, une sorte de... Je sais pas, on a le sentiment que le monde tourne à l'envers. La FIFA également est à l'image de toute la société, de toute la politique. Il s'agit là d'une politique de sport qui est en train de s'effondrer, avec notamment la chute de ces géants de la Fédération internationale de football. Faut-il le rappeler, vous savez très bien que Sepp Blatter a été suspendu de 8 ans de toutes les activités liées... Justement, on va en parler voilà. À propos de la suspension de Sepp Blatter. Il y a certes tous ces noms qui reviennent, mais on se souvient quand même que le président intérimaire actuel de la FIFA, lui aussi, a été pointé du doigt le 14 mai 2015 par une ex-employée de la candidature qatarienne. Qu'est-ce qui a bien pu tirer Issa Hayatou de l'affaire? Qu'est-ce qui a bien pu tirer Issa Hayatou de l'affaire? Vous savez très bien que la FIFA se gère de manière claire, si vous voulez. Quand je dis clair, je veux dire les Africains ne sont pas forcément au fait, même si vous allez me préciser que... Au fait des grandes décisions. Oui, même si vous allez me faire part de ce que Issa Hayatou était vice-président. Oui, vice-président, ce n'est qu'un titre en réalité. Maintenant, si l'on revient sur la question de la gestion de la Confédération africaine de football, il n'est pas indiqué que l'on ne trouve aussi des casseroles à Issa Mohamed. À Issa Hayatou, pardon, à Issa Hayatou, c'est vrai que ces deux noms se ressemblent, à Issa Hayatou. Donc pour l'instant, il est doté d'une présomption d'innocence. Il n'a rien fait de mauvais. La preuve, il est aujourd'hui le patron de la Fédération internationale de football. Patron par intérim, en attendant que l'on puisse aussi travailler. Je suis sûr que derrière les enquêtes se mènent pour justement trouver un caillou dans sa chaussure. Attendons de voir ce que cela va produire dans les tout prochains mois.
En attendant de voir, on lui souhaite déjà bon vent. La justice interne de la FIFA a rendu sa décision. Michel Platini et Sepp Blatter sont suspendus 8 ans de toute activité liée au football. C'est la fin de cette affaire ou alors elle est à suivre? Pour moi, elle devrait être la fin de l'affaire, hein, parce que les deux ont d'abord écopé de 90 jours, les deux ont interjeté appel, et puis l'appel n'a pas été en leur faveur. On a attendu 1 ou 2 mois avant de répondre à leurs préoccupations. Aujourd'hui encore, voilà qu'ils sont frappés par la commission d'éthique de la Fédération internationale de football association FIFA de 8 ans de toute activité liée au football. Et on sait très bien que l'élection présidentielle sera en février prochain, je crois. Donc, ils ont encore des voies de recours, hein. Ils peuvent interjeter appel auprès de la FIFA ou auprès du tribunal arbitral de sport. Mais je pense que ce serait peine perdue. Les deux, je pense qu'il y a une volonté de nettoyer, comment dire, suis pas en anglais, il faut nettoyer la maison FIFA. Elle est gangrénée de brebis galeuses et quel que soit leur rang, on veut montrer justement que quel que soit votre ossature, votre envergure, vous êtes tenu notamment de travailler de manière clairvoyante, de travailler dans la transparence, même si vous êtes le président de la Fédération internationale de football et association. Donc je pense qu'il faut tourner la page de ces gros cocos et je plains un peu Michel Platini avec le fait qu'il a nargué sa Blatter. Voilà que lui, la question de l'attribution de la Coupe du Monde 98 à la France le rattrape lui aussi. Donc, je pense qu'il est question, s'il est de bon ton aujourd'hui, qu'on ait à la FIFA des hommes neufs, des hommes sains, des hommes qui inspirent un sport de probité, un sport moral, des hommes qui peuvent aussi incarner la politique du sport, qui peuvent servir d'exemple. Et pour cela, il faut vraiment des hommes neufs. Platini, Michel Platini, excusez-nous, si vous avez été un bon joueur, il n'est pas automatiquement indiqué que vous soyez un bon manager. Donc, c'est avec la FIFA que nous refermons cette édition. Il s'agit là où nous avons fait le tour de l'actualité mondiale 2015. On ne peut pas se vanter d'avoir épuisé tous les sujets, mais nous vous avons proposé de la politique et puis bien sûr du social et du sport. Ghislain, merci. Peut-être qu'on va continuer à scruter l'année 2015 avant bien sûr l'arrivée de l'année 2016. Merci de et surtout bonne année 2016 à tous. Bonne année 2016. Nous espérons que cette année viendra avec un souffle nouveau pour que le monde soit véritablement stable. Mesdames, Messieurs, c'était International. Au revoir.